Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e numéro d'Éteindre la lumière. Éteindre la lumière, votre podcast préféré qui aura instauré la meilleure blague de l'année, qui est une émission hebdomadaire. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale, j'en ai marre de faire ce running gag qui ne fait rire personne, même pas moi. Puisque cette semaine, on a décidé de pas parler de news, puisque déjà, il se passe pas forcément grand-chose, étant donné qu'en ce moment, c'est le festival SXSW aux États-Unis, et donc l'essentiel de l'actualité, c'est des critiques de films qu'on n'a pas vus. Et l'autre, c'est que puisque ça fait quelques semaines qu'on vous a pas proposé d'émission, on a eu le temps de voir pas mal de films et on s'est dit que c'est un petit peu le numéro qui va nous servir à élaguer tous ces films qu'on a eu l'occasion de voir ces précédentes semaines et dont on n'a pas parlé. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine. Attends, déjà, je t'ai pas présenté, alors je ne suis bien évidemment pas seul pour cette émission, je suis entouré du beau Joël. Bonjour Joël. Salut, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. T'as été en Italie? J'étais en Italie, j'ai fait du ski, je me suis cassé la gueule plein de fois, j'ai encore mal au genou. Fallait pas faire de ski. Exactement. C'est tout, je suis désolé, hein, c'est la seule réponse, hein, ou alors fallait moins être une merde, tu vois. Mais je me suis dit, c'est plus violent. Donc je préfère te dire, fallait pas faire de ski, Joël. Est-ce que tu as mangé des pizzas au moins? Oh putain, oui, qu'est-ce que c'était bon. Ah c'est, le pays de la pizza. Ah bon? Voilà. C'est un petit scoop, une petite anecdote, voilà. Je suis en train d'écrire un livre sur les anecdotes cocasses. D'accord. Et je peux dire que page 137, j'apprendrai aux gens que l'Italie, c'est le pays de la pizza. Et tu savais qu'en fait, les pâtes, ça venait de Chine? Putain, je savais pas, non? C'est pas les Italiens qui l'ont inventé. Dis-moi, est-ce qu'on serait pas deux vieux cons cyniques qui vont encore le prouver au cours de cette émission en parlant de films que les gens ont aimés et qu'eux, ils ont pas trop aimé forcément? Il me semble bien. Ce que je te propose, Joël, c'est qu'on commence d'abord par une partie un petit peu Netflix de l'émission. D'accord. Où on va parler. Vu que c'est deux films que t'as vus, moi je peux faire une petite sieste en attendant. D'accord, tu n'as vu aucun des films que j'ai vus sur Netflix, c'est très bien. Non, Annihilation est sorti hier soir, je bossais hier soir et ce matin je bossais aussi. Moi je l'ai regardé durant mon petit déjeuner. Voilà. Et qu'en as-tu pensé? On commence direct sur Annihilation? On n'a pas de temps à perdre, mon gars. D'accord. Déjà, je vais un peu présenter le film. Donc, Annihilation, c'est le nouveau film d'Alex Garland, dont on a appris ces derniers jours qu'il était le réalisateur du reboot de Dredd. Ouais. Qui était vraiment sympa. Mais ce qui est super étrange dans ses filmographies, parce que Ex Machina et ce Annihilation sont des films un petit peu plus posés quand même que Dredd. Et La Plage aussi, qui est adapté d'un de ses bouquins. Ouais. C'est quand même des trucs beaucoup plus calmes que Dredd. Dredd qui est à moitié un remake de The Raid et à moitié un reboot de Judge Dredd. Voilà. Si t'as un très mauvais accent anglais, The Raid, ça se dit Dread aussi. Donc je sais pas s'il y a un rapport. Mais en vrai, je sais pas si c'est volontaire pour moi, je voyais le titre un peu comme volontaire en fait. Enfin, The Raid. Enfin bon, bref, c'est son nouveau film après le fameux Ex Machina qui a plu à tout le monde sauf à moi. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que ça raconte, dis donc? Annihilation, c'est il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de spoiler, même sur le début du film, parce que c'est des trucs qui sont pas forcément, j'ai pas le souvenir que c'était présenté dans les bandes annonces, mais l'idée c'est qu'il y a une escouade qui va être envoyée à travers une sorte de j'ai envie d'appeler ça une zone étrange qui est en train de grossir sur Terre après la chute d'une météorite, tu vois. Ok. Et il faut imaginer qu'il y a une sorte de, c'est pas une matière, c'est pas, je sais pas comment expliquer, c'est un petit peu comme ça pourrait être genre un portail de film de SF qui fait un globe. Voilà, c'est un globe avec une texture gluante, tu vois. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je suis très clair dans mes termes de science-fiction. Voilà, et qui, c'est une zone qui grossit sur Terre et ils se disent, il faut peut-être qu'on rentre dedans et puis qu'on arrive à
à trouver une solution parce que les gens qu'on a déjà envoyés dedans, ils sont jamais revenus. Et si à un moment la Terre elle est complètement englobée par cette matière, par ce truc, qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà. C'est plus ou moins le pitch de départ. J'ai skippé des trucs volontairement. J'ai un petit souci avec le film. What a twist. Je l'ai déjà dit dans cette émission que j'ai pas forcément une forte sensibilité pour la science-fiction. Et je crois que ça se confirme un peu avec ce film. Déjà, j'étais très peu client de l'esthétique du film. Cette fameuse matière, tu vois, faut imaginer un peu comme un truc miroir, mais sur lequel il y a aussi des couleurs. Il y a l'arc-en-ciel, quoi. Il y a des couleurs arc-en-ciel. C'est un truc, c'est presque organique comme matière, tu vois. Ouais. Mais avec des couleurs très vives, très bizarres. Et tout au long du film, il y a plein de choses qui sont comme ça, très colorées, très vives, très bizarres. Le tout dans un environnement un peu terne. Et c'est une esthétique un peu particulière. J'avais presque l'impression de voir un film adapté d'une nouvelle qui était publiée dans un fanzine de science-fiction dans les années 70, tu vois. Il y avait ce côté, je sais pas, il y a ce côté un peu kitschouille, mais volontaire. Enfin, il y a vraiment ce souhait que cet élément inconnu soit un peu dans des styles visuels auquel on n'est pas forcément adapté, tu vois. Donc c'est un choix artistique qui, moi, me laisse un peu froid. C'est pas quelque chose qui m'a forcément plu artistiquement. J'étais en train de parler de laisser un peu froid. Moi, j'ai ressenti une absence complète de tension dans le film. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que le film est très bien reçu. Parce que forcément, cette escouade va être confrontée à des dangers. Sans trop en dire, on peut dire qu'il y a déjà ne serait-ce que des animaux sauvages, quoi, dans cette zone-là, qui ont été potentiellement rendus plus dangereux, et dans ces séquences-là, j'ai même pas ressenti de tension. Je trouvais que c'était pas forcément bien amené. Il y a une séquence où, par exemple, il faut imaginer qu'ils sont dans un bâtiment en haut d'une colline, un peu pour se protéger. Il y a un grillage tout autour. Et ils se rendent compte, il y a un hurlement, ils se rendent compte qu'il y a un trou dans le grillage. Et direct, il y a une personne qui se fait choper par un animal, tu vois. T'as pas cette montée de tension. Et je trouve que c'est un truc qui me manque tout le long du film. J'ai l'impression qu'on me racontait une histoire, mais j'ai pas vécu l'histoire. Et je suis resté complètement sur le côté tout le long du film. Je sais pas si c'est un truc parce que dès le départ, j'étais pas sensible à l'esthétique du film, donc, j'étais pas forcément appelé par ce que je voyais et j'étais pas complètement plongé dedans. Ou si c'est vraiment un souci qu'a le film. J'ai l'impression que c'est pas un souci qu'a le film parce que j'ai lu quelques critiques et les critiques sont quand même plutôt très positives sur ce film. Donc ça vient de moi. J'ai un souci avec la SF. Il y a des trucs pas mal. C'est pas un mauvais film. Le casting est bon. J'ai bien aimé le côté un peu what the fuck de la fin. Mais une nouvelle fois, j'étais pas forcément sensible à ce côté science-fiction un peu à l'ancienne. En fait, c'est simple. J'avais l'impression, et il a fallu que j'aille me renseigner, j'avais l'impression que c'était adapté d'un bouquin de science-fiction des années 70, tu vois. Parce que même dans les thématiques, même dans... il y a toute une vision un peu métaphorique du film qu'on peut voir et que je ne spoilerai pas. J'associais ça avec une idée de la science-fiction un peu rétro, un peu 70. Et en fait, non, c'est basé sur un bouquin qui date de 2014. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être juste que c'est pas fait pour moi, quoi. Et je pense que si on aime bien la science-fiction qui fait un peu réfléchir, sur laquelle on peut développer des théories, tout ça, c'est un film qui peut carrément plaire, ouais. Moi, je suis un peu passé à côté. Voilà. À l'inverse d'un autre film... qui s'appelle Mute de Duncan Jones, qui est l'autre film que j'ai vu sur Netflix, qui est également un film de science-fiction. Et pour le coup, je pense que c'est pas moi qui suis passé à côté du film, c'est le réalisateur lui-même qui est passé à côté de son film. Parce que donc c'est l'histoire d'un
j'ai oublié le nom du personnage, on s'en fout, d'un Amish qui vit dans une ville un peu à la Blade Runner, tu vois. Et ce mec-là a la particularité d'être muet, sauf qu'un jour, sa fiancée, sa copine va disparaître et il va se mettre à mener l'enquête dans cette ville tout en étant à la fois réfractaire à la technologie et tout en étant muet. Donc on se dit, ah, ça peut être compliqué, quoi. Le souci est que Mute, c'est un projet qu'a Duncan Jones en tête depuis des années et des années. Ouais. Si je me trompe pas, je crois même qu'il l'avait en tête avant Moon et que Moon, en fait, est né à moitié d'un spin-off de Mute, sachant que Moon est référencé dans le film. Je sais plus si c'est une ou deux fois, mais il y a plusieurs références à Moon dans le film. Ouais, je vois laquelle. Et l'idée, c'est que j'ai l'impression que il avait une super idée au départ, sur lequel est venu s'ajouter plein de couches, ce qui fait que le film est foutoir au possible. Il est bordélique. Tu comprends pas forcément. Enfin, par exemple, le fait que le mec est réfractaire à la technologie, c'est pas quelque chose qui sert forcément énormément dans le film, tu vois. Et je me dis, c'est des choses qui ont dû s'ajouter au fur et à mesure. L'enquête est pas forcément intéressante parce que le récit est mal construit. Mon vrai souci, c'est qu'on ne suit pas. En fait, on aurait dû être comment, uniquement du point de vue du personnage principal qui enquête sur la disparition de sa copine. Pour moi, c'était vraiment ça le cœur du film. Mais au final, on a plein de scènes avec d'autres personnages. C'est presque un film choral dont les histoires vont se rejoindre à la fin, tu vois. C'est presque ça, Mute. Et je pense que ça aurait dû être plus une enquête où au fur et à mesure on va découvrir des branches, tu vois, un truc qui s'élargit, pas un truc qui fait l'inverse. Parce que là, ça rend pas, enfin, la partie enquête du film est à chier, quoi. Enfin, t'as l'impression que le gars il trouve que 2 indices et ça y est, il a résolu le truc. Mais comme entre temps t'as d'autres scènes, t'as l'impression que l'enquête est dense, mais en fait pas du tout. L'autre vrai souci que j'ai avec le film, c'est que et ça c'est un truc en commun dans pas mal de films en ce moment, c'est pas parce qu'on a des jolis designs que le film est beau, tu vois. Parce que là, ouais, les designs sont super. Bon, ça rappelle un peu trop Blade Runner et le 5e élément par moment, mais les designs sont cool. Mais c'est filmé d'une façon absolument banale. Et moi, de plus en plus, je suis convaincu qu'il faut faire l'inverse, un minimum, quoi. C'est d'abord réfléchir au cadre et à son sens de la mise en scène et comment je vais filmer mes séquences, comment je vais filmer mes plans. Et ensuite, venir sublimer tout ça par un design super chouette, quoi. Là, on a des designs cool, mais c'est plat. Et je pense que c'est vraiment la morale qu'on peut retenir de Mute, c'est que c'est un film plat. Là où Annihilation, je suis conscient que c'est moi qui ai pas aimé et que je pense que les fans de SF peuvent vraiment aimer Annihilation. Mute, c'est plat. C'est fade. Ça me rend triste parce qu'il y a des gens que j'aime dedans, dont des gens que j'aime d'amour, hein. Justin Theroux, je te fais coucou comme ça. Et Paul Rudd aussi, je te fais coucou comme ça aussi. Et je te trifouille la moustache. Mais en soi, c'était pas du tout un bon film, quoi. C'était pas une purge, mais trop bordélique pour être réussi. Ce qui me rend triste parce qu'en même temps, je me souviens qu'à l'époque de Moon, je m'étais dit, putain, Duncan Jones, ça va être un mec à suivre. Il a quand même fait Source Code, qui était un divertissement correct, mais que c'est le genre de film qui passera, ou qui est déjà passé sûrement, le dimanche soir sur TF1, tu vois. Warcraft, qui était une vraie purge. Et maintenant, Mute, qui est un film de SF bordélique et fade, tu vois. Et je trouve ça triste de la part de Duncan Jones. Parce que c'était vraiment un nom sur lequel j'aurais aimé compter. Je le mets sur un pied d'égalité avec un mec comme Neil Blomkamp, tu vois. Ouais, je vois. Parce que District 9, à sa sortie, District 9, c'est un film, il me rendrait fou. Il m'obsédait, hein. J'arrêtais pas d'en parler en me disant mais c'est trop bien, parce que ça commence comme un documentaire et puis après c'est de la SF et puis il y a des aliens et tout et depuis je n'ai plus aucun intérêt pour ce mec. J'ai regardé ses courts-métrages sur Steam puisqu'ils sont disponibles gratuitement sur Steam. Et c'est des concepts, quoi.
C'est des concepts, c'est pas des histoires, c'est pas intéressant, quoi. Voilà. Donc c'était mes 2 avis positifs sur 2 films que j'ai vus sur Netflix. Si vous voulez, j'en ai un 3e que je peux faire en quelques mots. En quelques mots, vraiment. Ouais, vas-y. Sur Netflix, j'ai regardé un film québécois, film d'horreur, qui est sorti directement sur Netflix chez nous, qui s'appelle Les Affamés, qui est un film de Robin Aubert, dans lequel on retrouve notamment Marc-André Grondin, qu'on avait pu voir dans Crazy, ou dans... Je me demande s'il est pas dans Le Premier Jour du Reste de ta vie, mais j'ai peur, donc on sait pas. Mais il me semble. C'est quoi, Les Affamés? C'est un film de zombies, mais comme s'il avait été réalisé par les frères Dardenne. Oh, putain. C'est très contemplatif. Ça raconte rien. Enfin, il y a très très peu d'histoire. Les personnages, je les ai trouvés insipides parce que ils ont souvent 2 traits de caractère. Donc leurs morts, elles m'ont fait aucun effet. C'est un film apathique. J'ai failli m'endormir 25 fois devant. Horrible. Évitez ça. J'avais lu des super critiques de la part de youtubeurs qui avaient été invités au festival de je sais plus quoi pour faire partie du jury, tout ça, tu vois. Et ils avaient bien aimé ce film. Moi, je trouvais que c'était à chier. Voilà. Voilà, je suis positif en ce moment, je trouve. Tu veux rester positif? Ouais. On peut parler de Spirou et Fantasio maintenant. Super. Le film qui est resté une semaine à l'affiche. C'est vrai, il est déjà plus à l'affiche? Non, il est déjà parti. Putain, c'est fou. Je crois qu'on en avait déjà... Il me semble qu'on a déjà fait une émission un peu sur la BD, non? On a fait... oui, cet été. Un Bamos à la plagia sur la bande dessinée. Ouais. Et donc, on a eu un segment sur la BD, les adaptations de BD francophones qui avait sauté parce que j'ai perdu le fichier. Mais bon, je pense que j'ai déjà dû le dire de toute façon dans cette émission que moi, mon rêve d'adaptation cinématographique, c'était Spirou. Parce que Spirou, c'est un mélange d'aventure et de comédie dans plein d'univers différents, avec plein de méchants différents. Il y a plein de choses à faire avec Spirou. Ils en ont fait un film. Sony en a fait un film. Et puisque j'ai parlé une dizaine de minutes tout seul, je vais te laisser en parler un peu, Joël. Déjà, pitch-le nous. Alors donc, les aventures de Spirou et Fantasio racontent la rencontre entre Spirou et Fantasio. Et comment ils vont devoir sauver le comte de Champignac qui est joué par Christian Clavier des mains de Zorglub qui est joué par Ramzi Bedia. Et il y a ses cotines aussi qui est jouée par Géraldine Nakache. Voilà. Voilà. Vous la sentez l'aventure là? Déjà, tu sais que le film commence bien quand la première chose que tu vois du film, c'est Monsieur Poulpe. Ouais, mais toi, c'est parce que t'as une haine envers Monsieur Poulpe. Mais c'est récent, en plus, c'est ça le pire, c'est que avant, je m'en foutais de Monsieur Poulpe, mais depuis quelque temps, je peux plus le voir, Ouais, mais je pense que tu fais une fixette, en fait. Parce que moi, ça m'a rien fait du tout. Donc, je pense que on citera pas certains youtubeurs qu'on déteste, et je pense que c'est une fixette similaire, quoi. Alors qu'en vrai, on devrait s'en foutre. Mais oui. Mais que, quand il y a des gens qu'on aime pas, on sait pas pourquoi on fait des fixettes dessus. Mais oui, c'est vrai que le premier pan, c'est Monsieur Poulpe qui balaye dans le désert. Moi, le mec qui balaye dans le désert, ça m'a quand même fait un peu rire. Enfin, pas rire, mais j'ai souri, tu vois. Mm-hmm. Je fais, ouais, c'est un mec qui balaye dans le désert, ça me fait un peu rire. Quoi. Enfin, je te laisse continuer sur ton avis. Alors moi, je suis pas autant fan de Spirou que toi. Je pense que j'en ai lu très peu. Le seul que j'ai lu, c'était Machine qui rêve. Donc l'aventure de Spirou, le moins Spirou, vu que c'est le truc le plus réaliste qui est sorti de. Bah, c'est le truc qui aurait dû lancer potentiellement un spin-off qui s'est jamais fait, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, Spirou et Fantasio, je les connais de Gaston Lagaffe, parce que je lisais Gaston Lagaffe quand j'étais gosse, donc je suis plus familier d'eux dans Gaston Lagaffe. Enfin bref. Ouais, donc des personnages pas d'aventure, des personnages qui servent un peu de victimes de Gaston. Fantasio en rédacteur en chef et Spirou qui apparaissait une fois tous les jamais. Et
Mais je peux comprendre qu'on puisse vraiment se sentir mourir devant ce film, tant la caractérisation des personnages est vraiment mal foutue. Le personnage de Spirou est présenté comme un voleur dès le début du film. C'est présenté comme un voleur, et j'ai l'impression que plus le film passe, moins il est vraiment courageux. Parce qu'il y a vraiment des moments où il veut pas faire des trucs, tout ça. Et normalement, Spirou, il est intrépide quand même. Enfin, c'est lui qui mène l'aventure, tu vois. Ouais. Et dans le film, il est prêt, il veut aller sauver Champignac parce qu'il est convaincu qu'un des champignons que possède Champignac vaut des millions, et il veut juste piquer un champignon. Et Fantasio est un bon à rien qui a 2 doigts d'harceler sexuellement ses cotines. C'est pas de c'est déjà, enfin, je sais pas, c'est de l'harcèlement sexuel, c'est de l'harcèlement moral, c'est sûr. Parce que, limite, volontairement, il fait chier sa carrière parce qu'il est amoureux d'elle, mais elle s'en fout, et mec, c'est pas le comportement à avoir. Moi, j'ai pas eu le sentiment qu'on a chié sur Spirou et Fantasio, dans le sens où j'ai pas eu le sentiment de voir Spirou et Fantasio. et c'est peut-être pour ça que je suis sorti du film moins énervé que prévu. Parce que les 2 personnages qu'on me présente ne sont pas Spirou et Fantasio, tels que je les ai lus, tu vois. Je connais pas ces personnages. Là, j'ai un ado cambrioleur, genre Oliver Twist, un peu qui fait que geindre et avec une voix insupportable d'adolescent. Et Fantasio, c'est quand même un peu plus proche, parce que Fantasio, normalement, c'est le râleur un petit peu aigri, tu vois. Donc, pour le coup, il est quand même un peu plus proche, le personnage, mais il y a toute la partie à moitié harceleur et délateur et fils de pute, un petit peu, qui est une couche fort désagréable posée sur ce personnage, quoi. Donc, pour moi, déjà, le souci principal, c'est ça, en fait. C'est que les personnages sont pas les persos de la BD. Dès ce point de départ, ça peut forcément pas bien se passer, tu vois. Moi, je dirais que quand le film essaye des trucs, c'est pas à chier. Le souci, c'est qu'il essaye quasi jamais. Tu vois ? Par exemple, au niveau des décors, par moment, il essaye. Et donc, t'as un côté un peu Docteur d'Enfer, notamment de la base de Zorglub ou des trucs comme ça, où ils ont vraiment fait des décors. Sauf que ton film, il se passe dans 2 ou 3 hôtels différents. En mode, c'est des couloirs de chambres d'hôtel et des chambres. Et dans une rue aussi. Oh, ouais, super. Tu vois, j'ai vraiment eu ce côté de, là, c'est pas mal. Genre, sincèrement, les 10 premières minutes, j'ai fait, c'est pas dégueulasse. Tu vois. Notamment parce que j'ai eu l'impression que Ramsey, il s'est bien marré. J'ai l'impression qu'il s'est fait plaisir un peu sur le rôle de Zorglub, et le voir en méchant, c'était... Pour moi, c'est le meilleur truc du film, en fait. C'est Ramsey en méchant. Je sais pas, j'ai eu le sentiment qu'il s'est marré à jouer le rôle et tout. Au début, tu vois des gens qui explosent et tout. Je me suis dit, putain, c'est... genre, on va voir des gens exploser dans le film et tout. Non, c'était juste pour la scène d'intro. Le reste du film, c'est... t'as pas de mort, t'as pas de blessés, t'as rien de tout ça, quoi. Ouais, quand le film essaie des trucs, ça marche. Mais il essaye rien, en fait. Par contre, j'ai eu un gros problème, un gros souci technique par rapport à ce film. J'ai eu l'impression que la majorité des plans étaient flous par moment. Genre, le point est très mal fait. Par exemple, t'as des plans sur 2 personnages, mais aucun des personnages n'est net. Sincèrement, je l'ai vu maintenant il y a quelques semaines, et j'ai déjà tout effacé de ma mémoire. Non, c'est un truc que j'avais noté à la sortie du film parce que j'allais l'oublier aussi, mais à des moments, il n'y a pas de point qui est fait sur les personnages, donc tu sais pas qui tu dois regarder parce que tout le monde est flou, et... J'ai le souvenir c'est pas flou comme, c'est pas non plus comme si tu voyais que dalle, mais... Ouais, c'est flou, tu sens que c'est une erreur de point, quoi. Ouais, voilà, mais quand ça te le fait plusieurs fois, tu dis au bout d'un moment que c'est un petit peu incompétent quand même. D'un point de vue général, le film est boche. Hein. Ouais. Tu vois, en termes de cadre, en termes de tout ça, en termes d'effets spéciaux. Et la fausse bonne idée du montage en case de BD par moment. En fait, ça aurait été bien si la course-poursuite était intéressante. Parce que c'est un moment où ils sont sur je sais plus comment ça s'appelle. Le champicoptère. Ouais. Et ils poursuivent la voiture dans laquelle, justement, il y a Champignac qui est enfermé. Et c'est inintéressant, en fait.
t'as juste les deux qui gueulent en train de faire « Oh mon Dieu, je sais pas comment on se pose, mais comment on se pose? À quoi il sert ce bouton ?» Le tout en montage BD pour essayer de rendre ça dynamique, mais c'est juste inintéressant. En parlant de Champignac, est-ce que dans la bande dessinée, il était aussi relou avec la mère de Sécotine? Parce Sincèrement... que là, il est vraiment à deux doigts de lui dire « Putain, elle était vraiment bonne, ta mère, Sécotine !» Sincèrement, j'ai peu de souvenirs d'interaction Champignac-Sécotine. Après, c'est peut-être juste de la mémoire. Je n'ai pas non plus lu tout Spirou, tu vois. Mais j'avais quand même lu beaucoup. Je sais que dans mon enfance, j'adorais ça, donc j'en ai lu beaucoup. J'ai surtout aussi pas eu l'impression d'avoir Champignac. Parce que pour moi, Champignac, c'est une sorte de professeur tournesol, mais un peu plus dynamique quand même, tu vois, mais qui fait des erreurs aussi, en fait. Enfin, qui parfois fait des trucs bien, mais parfois fait de la merde, tu vois. Il y a ce côté un peu, il peut t'aider comme te foutre dans la merde, tu vois, Champignac. Et là, c'est Christian Clavier qui dit des phrases avec une fausse moustache. Et j'ai pas compris le perso. J'ai pas compris l'idée de prendre Christian Clavier. Parce qu'on ne voit que Christian Clavier avec une perruque et une moustache. Non? Ah ouais, non, mais de toute façon, il est marqué à vie, hein, Christian Clavier. Et je sais pas toi, pour moi, Christian Clavier, c'est même pas la pire idée de casting du film. Là, je surprends tout le monde. Hein. Parce que c'est quand même une très mauvaise idée. La pire idée de casting du film, ce sont les deux acolytes de Zorglub, les deux tueurs à gages. Vincent Dezania et Charlotte Gabris. Ok. Qui sont catastrophiques. Et qui prennent de la place aussi. Enfin, ils servent à rien. En fait, dans un film normal, ça aurait été les deux assistants, un peu comic relief, qui feraient de la merde, mais qui sont juste là pour le gag. Là, ils sont beaucoup plus présents que Zorglub. Zorglub est vraiment assez lointain, en fait, dans la poursuite que font Spirou et Fantasio. Au final, ils vont le rencontrer réellement que 2 fois. Là où les tueurs à gages, ils sont tout le temps là, en fait. Et ils sont pas marrants. Leur seul running gag, c'est toi, Zorglub, il te préfère à moi. Super. Bah oui, c'est un frère et une sœur qui se chamaillent, c'est drôle. C'est un film pour enfants, ils savent ce que c'est les enfants, hein, de se chamailler. Et je pense à peu près le dernier truc qu'on va dire sur le film. Je pense que la plus grande erreur de film, c'est que Spirou et Fantasio, pas tous, mais je dirais que la période Tom et Jean-Ry, tout ça, c'est quand même devenu essentiellement de l'aventure avec des touches d'humour. Où là, c'est essentiellement une comédie avec une petite touche d'aventure parce qu'à un moment, ils sont dans le désert. Et pour moi, c'est la plus grosse erreur, en fait. Il aurait fallu faire un film d'aventure avec de l'humour. C'est pour moi ce qui était essentiel. Mais après, étonnamment, je suis convaincu que je verrai pire cette année. Parce qu'il y a un Gaston, là, qui arrive bientôt. Il y a Gaston qui s'amène, ouais. Et ça va être compliqué. Sincèrement, je suis convaincu que je verrai pire cette année. Et j'ai noté 2 gars qui m'ont vraiment fait m'enfoncer dans mon siège où j'en pouvais plus. Ouais. Il y a le gag de Fantasio qui est sur le point de se faire un toucher rectal parce que c'est drôle. Je me souviens même pas. Je me souviens même pas du toucher rectal. Ils sont à l'aéroport, ils passent le détecteur de métal, mais ils sonnent à chaque fois, puis au bout d'un moment, ils le font déshabiller, puis en caleçon, puis t'as le mec, il met son gant et... Le mec, tu veux dire Arsène Mosca? Qui? Eh ouais, non, mais moi, c'est un autre Michel Crémades. Arsène Mosca, c'est le mec de SS-117, c'est le pote de Dujardin que Dujardin fout dans tous ses films. C'est le rab nazi? Ouais. Ok, d'accord. Donc c'était lui qui était à l'aéroport. D'accord, je suis la seule personne de France à l'avoir reconnu. Je pense qu'il est content. Moi, j'ai hâte du prochain film avec Michel Crémades. En tant que président du fan club, ça a enfin faire de l'actu sur le forum, tu vois. michelcremades.com. Et aussi le fameux gag de Fantasio qui mange du caca de chameau. Alors, moi, ça m'a pas forcément déplu.
Mais je pense que j'en étais à un état du film où rien que le fait qu'ils essayent de faire un gag, ça m'a fait plaisir. Parce que on enchaînait quand même avec des séquences où c'était du rien, quoi. T'as la scène où ils sont en bagnole, ils ouvrent la carte et oh là là, on voit plus la route, qui c'est qui conduit. T'as la scène où ils sont tirés dessus, ouais. Et donc à ce moment-là, il y a la séquence Bear Grylls où ils pressent du caca pour boire de l'eau. Je me suis dit, c'est un gag comme un autre. Je me suis dit, au moins il y a un gag, il y a un truc. C'est long. Ah, c'est long. Ah, c'est long. C'est long. Je suis d'accord. Mais sur le coup, au début, je me suis dit, bon, au moins, il se passe un truc. Voilà. C'est à peu près tout. Je pensais qu'il allait être arrêté avant de le faire, mais non, il le fait. Ouais. Ah. C'est la joie, un petit peu, ce podcast. Je vous promets, à un moment, on va dire des trucs positifs sur des films. Tu l'avais vu, le petit Spirou? Non. Non. Il a l'air moins pire que ça, au final. Ouais, je pense aussi, mais j'ai pas envie de le voir non plus. Allez, on va enchaîner. Allez, on ferme le dossier Spirou et Fantasia, on est resté trop longtemps dessus. À tout jamais, c'est bon, adieu. Sur quel film on enchaîne? Je pense que là, il est temps qu'on rentre dans le dossier films qui ont reçu des Oscars. Les films de trophées. Les films oscarisés, quoi. Je pense qu'ils ont tous été oscarisés d'une manière ou d'une autre, non? Je sais pas. Je sais pas si Disaster Artist a été oscarisé au final. Je sais pas. On l'avait déjà dit l'année dernière, mais les Oscars, on s'en fout, en fait. Donc, les résultats, j'en ai rien à foutre. Donc, puisqu'on parle de films qui ont reçu, en tout cas, des trophées, je propose qu'on commence par Les Aventures de Spirou et Fantasio. Je crois que tu l'as déjà faite, celle-là, en plus. Ce genre de gag? Ouais, on l'a fait au dernier numéro, il y a 4 ans. C'est classique, quoi. Là, c'est un épisode pépère. Hein. C'est un épisode... j'ai ma feuille bloc-notes de Windows qui est ouverte sur laquelle j'ai mes notes sur les films. Là, c'est un épisode bossé incroyablement. En même temps, on n'allait pas laisser les gens encore dans le silence. Et il était temps qu'on sorte quelque chose. Allez, on va partir plus ou moins par date, mais de mémoire, donc ce sera peut-être pas dans l'ordre de sortie, mais on s'en fout. Et si je me trompe pas, on va parler de Moitonia. Ouais, peut-être. Il me semble que chez nous, c'est lui qui est sorti avant les autres. Je sais pas, il est pas sorti le même jour que La Forme de l'eau? Peut-être, mais on commence quand même par Moitonia. Donc Moitonia de Greg Gillespie, oui. À qui on doit des films mémorables tels que Fright Night, qui était très sympathique, qu'on a trouvé sympathique mais que les gens détestent, comme tous les remakes. Et moi, j'ai pas vu l'original, donc je m'en fous. Et puis d'autres films, parce qu'en fait, j'ai vu que ce mec-là, il faisait plein de films. Donc, ça a l'air d'être complètement random, tout ce qu'il fait. Je pense qu'il choisit ses projets à coup de lancer de dés, quoi. Alors, je vois sa tête, il ressemble au fils de James Cromwell. Enfin, il pourrait être le fils de James Cromwell. Très bien. Voilà, donc, ouais. Ok, d'accord. Il a fait un film de sport pour Disney. Non, mais c'est ça, tu regardes sa filmographie. Un drame sportif pour Disney, The Finest Hours, donc... C'était quoi, ça? C'était avec Chris Pine, il y avait un bateau. D'accord, Chris Pine contre un bateau. Ouais. Ok. C'est ça. Eh ben, très bien. Tu vois, il y a un petit côté un peu random dans sa filmographie. Quoique, en même temps, tu me diras qu'on reste dans le domaine du sport, puisque ce Moitonia s'intéresse à la carrière sportive de Tonya Harding, qui était une histoire que je connaissais pas vraiment. Je savais vite fait qu'il s'était passé quelque chose, mais je savais même pas quoi, tu vois. Et Tonya Harding, qui était donc une patineuse artistique professionnelle, qui... La première à réaliser le triple axel en compétition. Ouais. Dont on a accusé, plus ou moins, d'avoir cassé les genoux de sa concurrente, quoi. Voilà ce qu'on peut en dire rapidement. C'est un format final très biopiquesque, puisqu'on commence quand même sur son enfance.
on suit tout nous est narré de façon chronologique, quoi. Et malgré cette forme classique, je trouve que le film s'en sort hyper bien, en fait. Ouais. J'ai trouvé que le rythme était excellent, parce que c'est sans cesse ponctué vraies fausses interviews des participants à l'histoire, quoi. Enfin, de son ex-mari, de sa mère, d'autres personnages dont on va croiser le chemin dans cette histoire. Et en fait, je pense que c'est super bien rythmé grâce déjà à son histoire de base. Tellement les personnages semblent tirés, comme je te disais en off, d'un film des frères Cohen, quoi. C'est des bras cassés qui vont monter un plan foireux, quoi. Et c'est là où c'est très bon. Et au milieu, t'as Tonya Harding qui fait les pires choix de vie à chaque fois. Et là où le film fait fort, c'est qu'à la fin du film, j'étais vraiment touché par ce qui s'est passé dans sa vie, en fait. Ouais. Tu vois? Je pense que c'est un film qu'on peut spoiler parce que c'est une histoire vraie, mais au final, elle est condamnée et elle a plus le droit de faire du patinage artistique. Et putain, cette séquence, j'ai eu les poils, quoi. J'ai vraiment eu les poils. Et tout ça, c'est notamment dû à Margot Robbie, qui est fucking brillante dans ce film, quoi. Elle y pouvait rien, la pauvre fille. C'est pas sa faute. Petit ange parti trop tôt. Non, oui, elle était vraiment excellente, Margot Robbie, dedans. Ouais, elle était... Ce qui était ouf avec ce rôle, c'est que ça lui permet de jouer plein de facettes, en fait. Plein de... elle la joue même adolescente, avec plus ou moins de maquillage. Tu sens que le film s'est dit, bah, ça passe, mais ça passe pas non plus, mais on va lui mettre un appareil dentaire, c'est bon. C'est bon, elle a un appareil dentaire, elle est adolescente, c'est bon. Et je me suis fait la réflexion au cours d'une scène, qui est la scène du miroir. Je pense que tu vois ce dont je veux parler. Où elle se fait face à elle-même au miroir et elle veut cacher ses larmes. Du fait qu'il y a déjà toutes ces accusations auprès d'elle, tout ça. Quand elle se prépare juste avant son... Exactement. Et juste avant sa participation au JO, en pleine affaire, en fait. Durant l'affaire et durant le temps où elle était accusée d'avoir potentiellement tout mis en œuvre pour casser les genoux de sa concurrente. Et il y a toute cette séquence où je me suis dit, en fait, il aurait fallu engager Margot Robbie pour jouer le Joker. Tu vois. Mettez pas Jared Leto, tu vois. Mettez Margot Robbie. Sincèrement, quand j'ai vu cette séquence, j'étais passionné par son jeu, où elle passe par 25 000 émotions. C'est un plan fixe d'elle devant la glace, quoi. Ouais. Et tu vois toute l'évolution de sa pensée, tu vois tout ça, et tu fais... Mais putain, elle est brillante, et j'ai l'impression qu'on lui a toujours pas donné les bons rôles. Parce que dans Suicide Squad, c'est la seule partie qu'on retient, c'était elle en Harley Quinn, tu vois. Malheureusement, elle a pas sauvé le film, mais même dans un film de merde, on arrive à la retenir. Et je trouve que dans ce I, Tonya, elle est vraiment incroyable. Quoique, tu te souviens d'elle dans Tarzan ? Oui. Elle jouait Jane. Et qu'est-ce qu'elle faisait d'autre ? En vrai, dans Tarzan, je me souviens que de Christophe Waltz. Parce qu'il était magique dans ce film de merde. Mais en vrai, j'avais même oublié Tarzan lui-même. Je ne sais même plus qui joue Tarzan dans ce film. Celui qui joue Mute, qui joue Jean-Marc Mute, dans le personnage principal de Mute. Un jour, je retrouverai son nom. On fera un petit edit dans le podcast. C'est un des fils Skarsgård. Ouais, c'est Alexander Skarsgård. C'est pas celui qui est dans ça. Voilà. Ouais, donc c'est pas Bill, donc c'est Alexander. Je pense que c'est Alexander. Revenons à moi, Tonya. T'en as pensé quoi, toi ? C'était vraiment super. Voilà, c'est vraiment un excellent film. Je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu de toute la liste de films que j'ai vu pour cet épisode, enfin pour ce podcast. Moi aussi. La BO était vraiment cool.
La BO, elle est trop bien. Elle est, vu que c'est une grosse métalleuse, Tonya Harding, t'as une bande son assez hard rock. Ouais. Je te disais en off que son triple axel, elle le faisait sur le thème de Batman, le thème de Danny Elfman. Elle l'a fait, enfin, dans la vraie vie, dans la vraie vie réelle. Sauf que dans le film, bah, ils ont pas eu les droits, donc on a le droit à un faux thème. Ouais, mais ça, c'était pas choquant. Tu devines le thème de Batman, mais tu sais que c'est pas lui. Ouais, mais non, moi je l'ai pas deviné parce que je savais pas qu'elle l'avait fait sur Batman dans la vraie vie, tu vois. Bah, non, en fait, je trouvais que la musique ressemblait à Batman. Après, j'ai vérifié et Okay. Effectivement. Ouais, j'ai pas tilté du tout. Bon, il y a juste un point qui m'a vraiment fait tiquer. Ouais. Je pense que c'est la pire utilisation des effets spéciaux depuis la moustache de Superman. En effet, puisque Margot Robbie ne fait pas toutes ses séquences de patinage artistique. Et vu qu'elle ne sait pas faire un triple axel, à quoi ça sert de s'entraîner pendant 2 mois si c'est pour pas savoir faire un triple axel? Ils ont dû surimposer sa tête sur... ça se voit. C'est vrai que ça se voit. Ça se voit, mais après, si c'est un film qui a coûté combien? Je sais pas du tout combien a coûté le film. Parce qu'il y a quand même pas mal de décors, pas mal de monde. Ouais, mais ça a coûté 11 millions de dollars. Ah oui, donc au moins 10 millions qui sont passés dans les effets spéciaux. Il y a moyen, ouais, parce que toutes les séquences de patinage, tu vois que, enfin, dès que t'as un minimum l'œil technique, tu remarques qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est clair. Moi, j'ai un autre souci. J'ai un micro souci. En fait, j'aime pas trop le titre. Parce que j'ai quand même plus l'impression que c'est un film avec... C'est presque un film choral, en fait. Tu vois ? Pour moi, un film qui s'appelle Moi, Tonya, on reste toujours de son point de vue, avec son angle de vision, tout ça. Et il y a vraiment un moment dans le film, il y a peut-être 20 minutes où on la voit quasi plus, puisqu'on suit l'histoire du mari et de toute la machination, justement, pour aller péter les jambes de la concurrente. Et à ce moment-là... Nancy Kerrigan. Comment ? Nancy Kerrigan. Ouais, Nancy Kerrigan. Et dans ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est bizarre que le film s'appelle I, Tonya, en fait, parce que c'est pas un seul point de vue. Même au final, dans le film de manière générale, sur l'affaire, il n'y a pas non plus qu'un seul point de vue, parce que il y a des moments où le film nous montre qu'elle était battue par son mari, et en même temps on a les interviews du mari qui dit non, je l'ai jamais touchée, je l'ai jamais battue, tout ça. De ce que je sais, c'est que les scénaristes sont allés rencontrer les deux, et c'est pour ça que le film commence par je sais plus, c'est marqué basé sur des interviews qui se contredisent et ouais, contradictoires et je sais pas quoi. Et tu vois, d'un point de vue général, en fait, le film c'est pas I, Tonya, en fait, c'est plein de gens qui ont fait l'histoire de Tonya Harding, tu vois. Mais c'est vraiment pour être casse-couille et pointilleux, hein. Mais c'est juste que vraiment pendant le film me faisait la réflexion sans cesse de ouais, c'est dommage, ça s'appelle I, Tonya, quoi. C'est plus un film de plein de persos. Mais c'est tout. D'ailleurs, les personnages, Sebastian Stan était vraiment excellent aussi en Jeff Gillooly. Bah, c'est la première fois que je le vois vraiment jouer, en fait. Parce que dans les Captain America, c'est quand même le personnage que je déteste, quoi. Je déteste ce perso. Il sert à rien, il est nul, il est pas intéressant. J'ai vraiment bien aimé sa tête d'adolescent avec sa petite moustache. Ouais, j'avoue. Et en fait, il était bon pour faire à la fois le mec qui semble naïf et qui est en même temps une ordure et qui peut être manipulateur et tout ça, quoi. Et en même temps un gros débile. Ouais. Alison Janney aussi qui joue la mère qui était vraiment excellente aussi. Ouais. Putain, la grosse connasse de base. Je t'ai parlé au ciné, j'ai eu vraiment ce moment de solitude où je riais tout seul à chaque fois que la mère était une connasse. Et parce qu'elle était vraiment bonne dans le rôle aussi. Bah c'est ça, c'est que c'était... Enfin, je riais parce qu'elle était horrible, quoi. Voilà, je ris pas du fait qu'elle tape sa fille, je ris juste de ses répliques et du fait qu'elle est immonde, quoi. C'est un des meilleurs méchants que j'ai vu ces dernières années, hein. Et du coup, pour moi, la révélation de ce film, ouais, c'est un mec qui n'a même pas encore sa page Wikipédia. Ah, il a pas de page Wikipédia ? C'est Paul Walter Hauser qui joue Sean Eckhart, donc le meilleur ami du mari de Tonya Harding. Ouais. Qui est un personnage complètement fou.
qui est basé sur une personne réelle du coup, mais j'arrive toujours pas à croire que cette personne ait vraiment existé en fait. Pendant le film, on a des extraits d'interviews, mais joués par l'acteur, où on se dit c'est impossible qu'il ait dit ça. Et puisqu'on est face à un biopic, forcément à la fin du film, on a des extraits avec les vrais gens. Et on se retrouve face à ce mec qui dit vraiment les phrases qu'on entend dans le film. Oui, mais alors je suis un expert en contre-terrorisme, contre-espionnage et terrorisme. J'ai été mentionné plusieurs fois par plusieurs magazines en tant qu'expert. Un magazine de voyage, par exemple. Et tu te dis, mais comment un mec comme lui peut exister? C'est comme dans le film, on voit que pour se sauver, puisque c'est lui qui va casser, enfin non, c'est pas lui, mais il va engager un mec qui va péter les jambes de la fille. Et après, pour s'enfuir, on le voit casser une vitre avec sa tête. Ouais. Et ben ça, c'est vrai aussi. Et je me dis, le mec, il a une matraque à la main et il va casser la vitre avec sa tête. Et c'est là où le film est quand même incroyable, c'est qu'on est face à un film des frères Cohen où les personnages existent en fait. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur de se dire qu'il y a des gens comme ça. Et non, vraiment super film. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est un film qui sera jamais diffusé en télé à part Canal+, tu vois. Ouais. Parce que je vois pas du tout ça en prime à la télévision en France, par exemple. Parce que c'est là où le film est très bizarre, c'est que c'est un biopic, mais qui est en même temps une comédie noire, quoi. Parce que même dans les pires moments, t'as des regards caméra, parce que t'as un peu de regard caméra, t'as des choses qui viennent te mettre des petites touches d'humour dans des moments sombres, quoi. Notamment quand elle se fait battre par son mari, quoi. C'est enfin, je trouve que c'est un projet, au final, hyper intéressant et un minimum risqué, en fait. Parce que déjà, on dit c'est un biopic sur une patineuse artistique. Ouais, génial. Qui a pété les jambes de sa concurrente. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils en ont pas fait un film à Oscar. Ils en ont pas fait un film larmoyant sur une meuf dont la carrière a été ruinée, tout ça, tu vois. Ouais, ils en ont fait une comédie noire. Et je trouve le concept qui est trop bien. Je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ça. Et clairement, de tous les films là dont on parle aujourd'hui, c'est clairement celui que j'ai préféré, quoi. Et même avec cette vision enfin, je veux dire, je trouve que le personnage de Tony Harding s'en sort bien après le film. Oui. Enfin, l'avis qu'on peut avoir sur elle. Sur la vraie... De toute façon, j'ai lu une interview pour Margot Robbie considère qu'elle est innocente à 100%. Ouais. Et je crois que c'est aussi le point de vue des scénaristes. Et donc c'est pour ça qu'elle s'en sort aussi bien dans le portrait qu'ils en font d'elle, en fait, tu vois. Après, c'est toujours la vraie question, c'est est-ce qu'on saura réellement ce qui s'est réellement passé, tu vois. Ça, on sait pas. Mais je sais que pour notamment Margot Robbie, elle est innocente à 100%, et je pense que c'est pour ça que au final, à la fin du film, elle s'en sort bien, tu vois. Enfin, on lui donne une image assez belle. Moi, je te dis, j'étais vraiment touché dans cette séquence du procès, quoi. Ouais. Quand elle apprend qu'elle peut plus patiner et qu'elle se bat en disant rajoutez-moi de la prison, mais laissez-moi patiner, tu vois. Et je trouvais ça vraiment, vraiment super film, quoi. C'est vraiment un film que j'ai juste eu envie de voir grâce à sa bande-annonce. Et c'est là où je me suis dit, putain, en fait, c'est utile, les bandes-annonces. Dans une époque où j'arrête pas de râler contre les bandes-annonces qui spoilent trop et tout, ça fait du bien de voir un film que j'ai juste envie de voir grâce à sa bande-annonce. Sinon, j'en avais rien à foutre. Et au final, d'être aussi surpris et d'avoir autant aimé ce film, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, on redevient des connards. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je parle du film que j'ai vu tout seul et après on parle de deux films qu'on a vus tous les deux? Ouais, vas-y. Donc moi je vais vous parler de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Call me. Ce moment de solitude vous est offert par Joël.
Donc Call Me By Your Name, ça se passe dans les années 80 et c'est une histoire d'amour qui va se dérouler le temps d'un été entre le fils d'un professeur d'archéologie, si je me trompe pas, et un doctorant qui vient passer l'été chez ce professeur, histoire d'écrire son livre, enfin d'écrire un bouquin, quoi. D'accord. Voilà. L'étudiant est américain, il est joué par Armie Hammer. Le père est joué par Michael Stuhlbarg, qui est dans tous les films à Oscar cette année. C'est un truc de fou. Ce mec, c'est ce qu'on appelle un character actor, parce que c'est un mec qui s'efface complètement dans ses rôles, ce qui fait qu'on le voit absolument partout sans s'en rendre compte. Et j'ai pas noté le nom du jeune comédien. Timothée Chalamet. Voilà, qu'on retrouve également au casting de Lady Bird. Ouais. Donc lui aussi, il a eu 2 films qui étaient en compétition aux Oscars cette année. Qui est franco-français, mais qui est français pour les Français, en fait. Ouais, mais en fait, il est né aux États-Unis. Voilà, mais Cocorico. Ouais, toi aussi, tu l'as vu en couverture de magazine et tout, en mode français qui réussit. Cocorico, on est les meilleurs. Il a grandi à New York et je sais pas quoi, tu vois. Moyen. Attends quoi? Son père est né à Nîmes et a grandi à Lille. Oui, Cocorico aussi. Cocorico, on est de Lille, Joël. Cocorico. Ouais. Alors, Call Me By Your Name. C'est pour ça que maintenant, on va vous parler de la ch'ti de famille. Laisse-moi parler de Call Me By Your Name. Je suis dubitatif. Je sais que c'est un film que les gens aiment énormément. Et j'ai l'impression que les gens qui aiment énormément ce film se rendent pas compte que c'est un film français ultra commun. En fait, il y a ce côté film français pas fait par des Français. Ouais. Ça évoque énormément une partie de la nouvelle vague, notamment Éric Rohmer, tu vois. Un côté... C'est ce genre de film où parfois on dit une phrase et derrière on la répète en chuchotant. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté... les nuages cachent le soleil. Les nuages cachent le soleil. Tu vois? C'est ce genre de film, un peu. Pareil, c'est un peu le mélange entre du André Téchiné et Keshish, quoi. C'est ce côté, c'est une romance avec des jeunes au beau corps et donc on va souvent les filmer torse nu ou pour Keshish, c'est plus souvent des femmes quand même. Parce que juste avant le film, on a eu le droit à la bande-annonce de son prochain film, Mektoub Mon Amour, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement le titre. Où la bande-annonce consiste juste à filmer des corps de femmes sur une musique disco. De jeunes femmes. Il est très très. Enfin, je me pose pas mal de questions sur Keshish et de sa relation aux femmes et au corps de femmes et ce genre de choses. Je sais pas, je pensais qu'après la vie d'Adèle, tout le monde le savait. Mais là, quand tu vois son prochain film, tu te poses aussi la question. Je dirais que là, ce film est quand même beaucoup moins obsédé par le corps, tu vois. Je rapproche quand même ça de Keshish et Téchiné parce que c'est vraiment une romance assez molle, sans grande péripétie, qu'on peut trouver touchante, mais qui en soi, il se passe pas grand chose, en fait. Et c'est un film à la fois contemplatif, mais par moments bavard, mais pas bavard dans le sens où il y a beaucoup de mots, bavard dans le sens où on fait des phrases pompeuses, tu vois. Ça se veut délicat, ça se veut subtil, et en fait, par moments, ça y va avec des gros sabots bien bâtards. Il y a vraiment des séquences où je me dis mais c'est du niveau d'étudiant en cinéma. Enfin, il y a une séquence où tu veux comprendre que Timothée Chalamet il est torturé, il arrive pas à dormir, et t'as une séquence de 30 secondes où il est dans son lit et c'est genre un cartoon, quoi. Il tourne dans tous les sens en mode j'arrive pas à dormir. T'as quand même une séquence où il va se masturber dans un fruit. Ouais. Et c'est déjà connu ça. C'est vrai? Ouais, il y a John Mulaney
Nick Kroll qui ont déjà fait la blague dans D'accord. dans un de leurs monologues. Et la séquence finit avec une petite goutte de sperme qui coule du fruit. Il y a vraiment ce truc qui me rend fou de on veut faire un film délicat, subtil, une jolie romance et en même temps par moments tu vas tellement avec tes gros sabots que c'est lourdingue. Je trouve que les dialogues n'aident pas du tout. Enfin, c'est écrit de manière à ce que ça se veut beau et intelligent, tu vois. C'est écrit par un mec qui a 90 ans. Ouais, bah ça se sent. Sincèrement, James Ivory, le scénariste. Ça se sent, et justement, t'es en train de me dire ça, et moi, il y a un truc qui m'a... Je sais pas, il y a un truc qui m'a perturbé, mais à aucun moment se pose la question de l'âge dans le film. Parce que je veux bien qu'il ait 17 ans. Donc, il a pas 12 ans, tu vois. Mais c'est quand même un mec de 17 ans, et l'autre qui doit en avoir 26-27, quoi. Et... à aucun moment, il y a cette question d'âge, tu vois. Il y a vraiment cette idée que les jeunes ont des beaux corps et qui... Comment ? Enfin, la beauté des corps des jeunes mène forcément au désir et c'est la tentation, tu vois. Et tout ça, c'est mis à travers une séquence où justement le personnage du père va retrouver des statues... de vieilles anciennes statues romaines et où ce sont des beaux corps de jeunes hommes, tout ça. Et voilà, et donc dans cette séquence ils disent que forcément les beaux corps comme ça pousse au désir, ça pousse au vice un peu. Et je fais ouais, mais le mec il a 17 ans, enfin je sais pas, je trouve ça un chouïa douteux, quoi. Je veux bien 17 ans, c'est 17 ans, mais c'est quand même chelou. Et voilà, c'est un film qui raconte pas grand chose, ça parle et ça baise, quoi. Et le tout sur fond de vacances très modestes, mais de famille de bourgeasses, quoi. En mode, ils ont une femme de ménage, un homme à tout faire, ils sont dans une villa énorme, tu vois. Avec une petite pointe de nostalgie du réalisateur et tu sens qu'il aimait cette époque où tout le monde fumait dans les maisons, les adolescents ça lisait des livres au bord de la mer, au bord des lacs et tout ça, tu vois. Tu sens que tu sens une pointe de nostalgie aussi de la part du réalisateur. Et c'est pas un mauvais film, mais j'ai l'impression que les gens qui trouvent que c'est un grand film n'ont pas vu plein de films des années 60-70, quoi. C'est vraiment un cinéma des années 60-70. Je pense que c'est ça, on peut le plus le rapprocher au final. C'est ce genre de films des années 60-70 sur des romans sur lesquels on racontait pas grand chose, c'était beau, c'était bien, on disait des belles phrases, tu vois. Et ce qui est très marrant, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus on essaye de nous le vendre comme un peu comme un Before Sunrise, tu vois. Parce qu'en plus ils ont annoncé une suite qui va se passer des années après à New York et tout. Genre ça va être les retrouvailles et tout. Et non. Il aura encore 17 ans. J'espère pas. mais non, parce que justement je trouve que Before Sunrise était une romance moderne dans le sens où tout passait par un dialogue commun, c'était juste deux jeunes qui discutaient, qui passaient... J'espère que c'est Before Sunrise le premier, j'ai un doute. Mais qui passaient une soirée à deux à Prague, ils se connaissaient pas au début de la soirée, et juste sur leur discussion, en parlant de tout et de rien, ils vont se trouver des points communs, tomber amoureux, sauf que le lendemain, elle doit reprendre le train et elle part en train. C'est aussi simple que ça. Là, c'est vraiment trop pompeux, tu vois. C'est un film que j'aimerais ne pas détester et que je ne déteste pas. Mais c'est un film que je peux pas aimer par cette prétention pompeuse. Tu vois. Je comprends pour qu'on puisse aimer, mais alors moi, non, pas du tout. Désolé. Voilà. Allez, on va enchaîner sur un film qu'on a adoré. Oh putain. Alors, il nous reste 2 films. De quoi veux-tu parler ? Lequel des deux va faire plus de polémique ? Celui avec de l'eau va faire plus de polémique. Bon, on va finir sur ça alors. Ouais.
Quoique, après, on n'a pas détesté, hein, attention, mais j'ai Ouais, quand même mais des on choses à recommence. dire dessus. L'autre, je pense que la plupart des gens s'en foutent désormais, Ouais. tu vois. Ouais. Donc je pense qu'on va parler de The Disaster Artist de James Franco. Allez. Et je pense que je vais te laisser en parler parce que j'aimerais beaucoup connaître ton avis, étant donné que j'ai pas fini, mais moi j'ai lu le livre et j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Alors, The Disaster Artist, on en a parlé plusieurs fois pendant le podcast, c'est l'adaptation du livre de Greg Sestero qui parlait de la création du film The Room par Tommy Wiseau. Donc Tommy Wiseau, ce mec timbré dont on ne connaît ni les origines, ni son vrai nom, ni l'origine de sa fortune ou quoi que ce soit. Et ce film, donc The Room, qui est un film qui est considéré comme l'un des pires films de tous les temps. Et qui en est devenu culte grâce à ça, quoi. Et qui en est devenu culte. Ouais. Et d'ailleurs, c'est dans le film, ouais, c'est à la fin du film où ils disent que ce que je ne savais pas, c'est que avec toutes les séances spéciales qui sont organisées autour de The Room, il a été remboursé au final. 15 ans plus tard, il a réussi à rembourser son film. Ouais. Bon, ça me surprend pas, hein, parce que, soi-disant que le film a coûté 6 millions, ça fait 15 ans que maintenant il y a des soirées spéciales, il y a plein de choses. Ouais, ça me surprend pas qu'au final, il ait quand même réussi à se rembourser. Et donc, qu'en as-tu pensé, toi, de ce film de James Franco? Alors, j'ai bien aimé. C'était pas mauvais, c'était bon, mais il y a un truc qui m'a perturbé, c'est que c'était trop feel good pour moi en fait. Ouais. Ouais, c'était un film très américain sur le rêve américain, sur réussir à Hollywood, tout ça. Sur l'amitié et le rêve américain, ouais. Et du coup, t'as une musique un peu feel good avec une petite guitare électrique qui veut te faire soulever vers le ciel. Et puis au final, tout se passe bien dans leur vie. Et il y a très peu de drama, alors que il me semble que Tommy Wiseau est quand même beaucoup plus taré que ça. Ouais. Parce qu'on voit. Parce que ouais, Tommy Wiseau, il montrait comme un mec touchant, qui est un peu incompris, qui est un génie incompris, tout ça, alors que non, c'est quand même un timbré qui se rend pas compte qu'il a fait un film de merde et que au final, il est quand même content du succès de son film, même si c'est pas ce qu'il voulait faire à la base, quoi. Moi, comme je le disais, je l'ai pas fini parce que je suis un piètre lecteur, mais j'ai lu les 2/3 du bouquin. Ouais. Et ce qui a fait que j'étais mal à l'aise pendant tout le film. Parce que sur les 2/3 du bouquin que j'ai lu, la version du film, tout est différent. Mais genre, vraiment, enfin, après j'ai pas fini le bouquin, mais genre, pour moi, dans le bouquin, Tommy et Greg n'ont jamais été en coloc, par exemple. Ouais. Normalement, c'est Tommy Wiseau qui est fan de James Dean et qui va initier Greg à James Dean, tu vois. Ouais. À la base, Greg Sestero ne voulait pas faire The Room. Ce qui fait que sur toute la première semaine de tournage, il y a un acteur qui était engagé pour jouer le personnage de Mark dans son film. Ouais. Et ce qui se passait sur le tournage, puisque Tommy voulait absolument que ce soit Greg qui joue Mark, il faisait d'abord tourner les scènes par l'acteur qui avait été engagé pour, mais en mode on s'en bat les couilles. Et pendant les pauses, il faisait croire à des tests caméra et il faisait tourner les vraies scènes avec Greg Sestero. Et ça, par exemple, ce sont des trucs qui ne sont pas dans le film, absolument pas, à aucun moment. Alors que ça fait partie de l'essence même du bouquin. Il y a vraiment des longs passages sur le fait qu'il y a un autre acteur qui joue... Oh putain. Qui joue Mark. Et là, dans le film, on voit la soi-disant première journée de tournage. Quand tu lis le bouquin, c'était pas ça la première journée de tournage du tout. Et en fait, tout ce que j'ai lu dans le bouquin, c'était une version différente dans le film. Le film, j'ai eu l'impression de voir une réalité alternative sur le tournage de The Room, où rien de ce que j'ai lu n'était vrai, ou inversement, tu vois.
où rien de ce qu'on voyait dans le film n'était vrai. Et c'est là où j'arrive pas à comprendre quelle est l'intention du film. Parce qu'à la base, je pensais que le film, c'était pour adapter The Disaster Artist et raconter l'histoire de comment s'est fait The Room. Et quand je vois le film, ben, je vois plus une comédie qui est inspirée de The Disaster Artist, mais qui n'en a juste pris que brièvement les personnages et qui en a fait sa success story un peu branlante, tu vois, mais à la cinéma hollywoodien, quoi. Et c'était très très bizarre comme sensation. Vraiment très très bizarre. J'avais vraiment ce côté un peu trahison, quoi. Et il y a plein d'autres choses comme ça qui m'ont fait tiquer. À un moment, Greg Sestero, il rencontre Bryan Cranston, tout ça. C'est jamais arrivé, en fait. C'est genre jamais arrivé. Et dans ce passage-là, il dit « Ah, j'ai toujours rêvé de faire de la télé. » Sauf qu'avant The Room, Greg Sestero, il a fait de la télé. Parce que Tommy Wiseau, il y a même un passage dans le bouquin où Tommy Wiseau regarde l'épisode dans lequel a joué Greg Sestero, tout ça. Greg Sestero, avant The Room, il a joué dans Dr. Patch, il a fait des publicités, tout ça. Et dans le film, on nous fait croire que Greg n'a jamais rien fait et qu'il est un peu débile, qu'il aime vraiment bien ce que fait Tommy Wiseau et qu'il va aller faire The Room parce que c'est bien. T'as pas eu ce sentiment-là dans le film ? Que Greg aime vraiment ce que fait Tommy Wiseau ? Si. C'est même le mec qui pousse Tommy Wiseau à faire ce film, quoi. Enfin, à ne pas abandonner ce qu'il fait, quoi. Si Greg Sestero est dans le film, c'est parce que Tommy lui a promis de lui acheter une voiture et de lui faire un gros chèque. C'est pas parce qu'ils sont potes. Dans les premiers chapitres de The Disaster Artist, justement, Greg a pas l'impression d'être pote du tout avec Tommy Wiseau. Tommy, c'est un mec qui te parle pas pendant 3 semaines, puis d'un seul coup, il va t'appeler pour dire « Viens, on va faire du football américain. » En aucun cas, enfin, normalement, il y a toute cette idée que Greg, en fait, il traîne avec Tommy parce qu'il est fasciné et qu'au fur et à mesure, il va devenir pote avec lui. Parce qu'au final, bah, il va s'attacher à lui. Mais à la base, il est juste fasciné par ce personnage qui est bizarre, quoi. Dans le film, t'as l'impression... Le début du film, c'est justement les deux qui sont en cours de théâtre. Et tu vois Tommy qui surjoue une scène d'un tramway nommé Désir, je crois. Ouais. Et t'as l'impression que Greg veut faire une scène avec Tommy parce qu'il a trouvé ça bien, quoi. C'est l'impression que ça en donne dans le film, parce qu'il y a vraiment ce côté « Ah, j'ai trop envie de faire une scène avec toi !» Mais normalement, il veut juste faire une scène avec lui pour voir à quel point ça va être fou et improbable, quoi. Et c'est vraiment ce côté réalité alternative qui m'a amené à me poser plein de questions pendant le film, quoi. Et notamment son intention. Parce que même au final, sur la fin, où genre, soi-disant qu'à l'avant-première, tout le monde s'est mis à rire et que Tommy Wiseau et Greg, ils se sont dit « Ah, c'est super, tu vois, c'est pas grave, les gens, ils aiment bien ton film, mais d'une manière différente. » J'en suis pas encore là dans le bouquin, mais je suis convaincu à 100% que c'est pas vrai. Puisqu'au final, le culte The Room, il est pas né en 2003, il est né bien après. Il est pas né 4-5 ans après. Je suis pas sûr, non, je sais pas exactement Il me semble qu'il est né quand même quelques années après, tu vois. Un truc qu'il faut savoir sur Tommy Wiseau, c'est qu'il y a un documentaire de The Room qui existe, sauf que Tommy Wiseau empêche sa sortie depuis des années. Il y a plein de choses comme ça. Et le personnage qu'on nous présente dans le film, c'est pas Tommy Wiseau non plus. Normalement, Tommy Wiseau, il est quand même un minimum passionné de ciné. Hein. Mm-hmm. Il parle tout le temps de films, tout ça. Là, t'as pas l'impression qu'il aime le cinéma, Tommy Wiseau. T'as presque l'impression qu'il veut faire un film pour être célèbre. Et c'est pas l'identité, normalement, de Tommy Wiseau. Donc je suis vraiment perturbé, parce qu'en soi, j'ai pas vu un mauvais truc. Mais... étant donné que je lis le bouquin et que je vois pas ce que j'ai lu sur l'écran, ça me bloque, quoi. Ça me bloque vraiment. L'autre souci que j'ai, c'est que c'est un petit peu Caméoland. Tous les personnages secondaires sont joués par des gens connus. Et tu te dis, bon, bah, ouais, d'accord. James Franco a beaucoup d'amis, ouais. Ouais. Non, mais ça sort un peu du film, parce qu'à chaque nouveau personnage, tu fais, ah, tiens, il est là, dedans, lui. Et tu te dis, bon.
C'est un petit peu... j'ai un peu eu par moment l'impression de voir un délire entre potes, tu vois. Qui se sont dit, venez, on refait The Room. Et... Mais attends, ouais, maintenant que j'y pense, ouais, c'est vrai que le culte de The Room date de plus longtemps que ça, vu que je me souviens que... Attends, la critique du Nostalgia Critique sur The Room, c'était sorti quand? C'était sorti il y a 10 ans à peu près? Ouais, je dirais 2008, quelque chose comme ça. Bah... Pourquoi Tommy Wiseau a essayé de faire bloquer la vidéo alors que il aurait eu... Enfin, il savait que c'était un peu le délire... Mais surtout, pour l'avoir vu en vrai, Tommy Wiseau, Ouais. on sait que pour lui, il a quand même fait un bon film, en fait. Tu vois? Et que pour lui, il y a des belles valeurs, il y a du beau drame, tout ça. Et... ça date de 2010, son épisode. Et à l'époque, je me rappelle que Tommy Wiseau a essayé de faire bloquer la vidéo sur YouTube. Elle a même dû être supprimée de sa chaîne. Ouais, le mec ne supporte pas normalement qu'on se moque de ce qu'il fait. Et donc nous faire croire qu'en 2003, il était en mode « Ah, c'est super, hein, ça vous a plu, hein, ma comédie, tout ça. » Non, c'est faux. Et je suis en plein doute sur ce film. Je ne sais pas quoi en penser, en fait. Parce que c'est... Pour un biopic, à aucun moment c'est la réalité. En tout cas, la réalité telle qu'écrite par Greg Sestero, attention. Et pour une comédie, bah, c'est marrant, mais c'est un peu un délire entre potes, quoi. C'est vraiment... venez, on rejoue les scènes de The Room. Tu sens que c'est là où ils sont le plus marrés, c'est le truc qu'ils ont le plus cherché à faire, quoi. Donc, ouais, drôle de film. Drôle de film. Par rapport à The Room, je me suis fait cette réflexion. J'aimerais trop montrer The Room à genre une grand-mère ou quelqu'un comme ça. Tu vois, quelqu'un qui a pas forcément un œil critique, cinématographique et tout. Ouais. Et de voir comment la personne réagit. Est-ce que la personne se dit « Oh, c'était beau, j'ai pleuré à la fin et tout ?» Ou est-ce que la personne va quand même se rendre compte que c'est de la merde? Elle va s'identifier à la grand-mère. C'est pareil, dans le film, enfin, je sais pas, il y a vraiment ce côté où même sur le tournage, tout le monde se foutait de sa gueule et tout. Que dans le bouquin, t'as plus l'impression que sur le tournage, ils ont tous peur, en fait. Parce qu'ils savent pas ce qui se passe, ils comprennent pas ce qui se passe. Et d'autant plus que le premier jour, enfin, je sais plus si c'est le premier jour ou la première semaine, il a quand même viré 3 acteurs du film, quoi. 3 ou 2 acteurs du film. Dans le film, c'est pas montré. Le casting du début, c'est le même qu'à la fin, tu vois. Parce que... Ouais, le mec qui joue le psychologue, il se fait virer pendant le film aussi, vu qu'on le voit plus à la fin. Oui, il y a des gens qui se font virer et tout. Là... Les seuls qui se font virer, c'est le caméraman qui est joué par Seth Rogen et... Je sais plus le rôle que fait Paul Scheer exactement. Moi non plus. Je sais pas, je dirais peut-être le directeur de la photo ou quelque chose comme ça. Ah oui, si, c'est le directeur de la photo, je crois. Voilà. Mais c'est les seuls qui sont virés, mais sinon... C'est ça qui est perturbant, c'est que c'est une fausse vérité. Ça remet en question tous les biopics, ça remet même en question Aitonia. Mais Aitonia a le mérite de dire au début que c'est basé sur des interviews contradictoires. The Room, c'est basé sur The Disaster Artist, c'est basé sur l'histoire vraie de The Room. Alors on va me dire, bah oui, c'est le mot basé. Bah ouais, mais je vois pas l'intérêt de faire ce film si c'est pas pour raconter la vraie histoire, quoi. Je suis perdu face à The Disaster Artist. Voilà. Et c'est con, hein, parce que c'était un de mes films que j'attendais le plus. Bah ouais. C'est compliqué. On passe au dernier film de cette émission. Allez, et ensuite ce sera la fin. Bonne fois pour toutes. Et vous pourrez nous mettre des commentaires pour nous insulter sur les internets. Et on va imprimer les commentaires, puis on va se baigner dedans et on va se frotter avec. Ouais, se baigner dans vos larmes. Non, parce qu'en vrai, je vais pas être si méchant. Le film, c'est The Shape of Water de Guillermo del Toro. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme muette. C'est une thématique, tiens. Qui va tomber amoureuse d'un homme poisson. Abe dans Hellboy. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. C'est un homme poisson d'Amérique du Sud qui est considéré comme un dieu par le peuple où ils ont enlevé l'homme poisson. C'est un homme poisson qui bouffe des œufs, qui aime la musique. Donc c'est Abe dans Hellboy. Non, c'est pas lui.
Ils ont plus le droit, donc ils peuvent plus dire que c'est lui ou que c'est son père ou non, c'est plus lui. Parce qu'en vrai, Abe pourrait bien être le fils des deux. Hein. Oui, clairement, oui. Parce que Abe parle tout ça, tu vois, là où les deux parlent pas, mais on pourrait imaginer que leur enfant des deux, ce serait un truc mi-humain, mi-homme poisson, qui parlerait, qui mangerait des œufs, écouterait de la musique, quoi. Ça se tiendrait, en fait, ça se tiendrait. Si c'était une préquelle du perso, ça se tenait complètement, quoi. Mon père mange aussi des œufs et aime la musique. Mais est-il un homme poisson? C'est pendant le film, j'ai passé tout le film à chercher une blague sur Kenny West de South Park. I'm a gay fish. Mais j'ai rien trouvé. T'as fait une référence, donc c'est déjà la blague. Ouais, c'est ça, mais pas trouvé. Guillermo del Toro. En fait, le plan final de Shape of Water, faudrait refaire le montage, mais avec la musique de South Park. Guillermo del Toro. Ah. Cette relation amour-haine qu'on entretient avec Guillermo del Toro. Je sais plus quoi penser de Guillermo del Toro. En l'état, ce que j'ai vu, c'était pas un mauvais film. Tu vois, il y avait rien de mauvais, c'était bien joué. Mais en l'état, j'ai trouvé que c'était une super idée, mais pas une super histoire. Parce que dès le début, tu sais comment ça va finir. Et que, sincèrement, il n'y a aucune péripétie qui sert l'histoire, en fait. Enfin, tu te doutes que ça va finir avec les deux, en fait, qui vont s'aimer, et puis c'est la fin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans leur relation à eux deux, il n'y a aucune péripétie. J'ai détesté le fait qu'elle n'ait pas peur de la créature au début. Alors qu'elle vient de ramasser 2 doigts d'un mec qui s'est fait bouffer les doigts par la créature. Les doigts de Michael Shannon. Ouais, Michael Shannon qui est en surjeu, qui est en mode je suis méchant. Ça, on en reparlera. Je pense qu'il en a plus. Ouais, ouais. Michael Shannon, va falloir qu'on ouvre un dossier un jour. Mais tu vois, genre, j'ai détesté le fait qu'il n'y ait pas ce côté, la créature. Enfin, la belle et la bête, quoi. La créature, elle fait peur au début. C'est un putain d'homme poisson. Et au final, on va apprendre à l'aimer. Là, non, t'as l'impression qu'elle est amoureuse au premier regard d'un homme poisson dont le zizi sort derrière une coque, je sais pas quoi. Parce qu'il y a quand même toute une séquence. Elle est muette, elle est pas aveugle. Ouais, il y a quand même toute une séquence où on s'apprend comment ils font l'amour, tout ça. Ouais, ça dure au moins un quart d'heure, puis elle fait tous les mouvements et tout, c'est assez bizarre. C'est un mime de 25 minutes. On commence par les préliminaires, c'est déjà très gênant. Mais alors, je vous raconte pas après. Et donc ouais, en fait, je trouve que le film est plat dans sa narration, quoi. Il y a des détails, bien évidemment, que tu peux pas voir venir, mais j'aurais aimé que le film finisse mal, que la fin soit assez noire. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir un truc sur une sorte de folie autour de la solitude du personnage, qui se sent tellement seule dans sa vie qu'elle est prête à aimer un homme poisson en oubliant que c'est un homme poisson. Et mais si c'est... Ouais. Et je pensais que quand elle allait le sauver, tu vois, elle allait partir avec lui sous l'eau et se rendre compte qu'elle peut pas respirer, sauf que lui tient la main et continue d'aller sous l'eau, tu vois. Et qu'elle allait finir noyée. Et je pensais même que la fameuse affiche du film que tout le monde trouvait beau, une fois que t'avais fini de voir le film, elle changerait complètement de sens. Et qu'il y avait cette idée qu'en fait, c'est la mort du personnage, tu vois. Et en fait, pas du tout. C'est juste une histoire d'amour mal racontée. Déjà, il y a ce truc que je déteste dans les histoires d'amour. C'est quand il y a un montage sur l'évolution de la relation des personnages. Souvent, ce montage, ça témoigne d'un truc, c'est je sais pas comment on va faire évoluer les personnages, je sais pas comment on va faire évoluer leur relation, alors on va faire un montage où ils font 3-4 activités et qu'au fur et à mesure, ils sont de plus en plus proches. Genre manger des œufs. On tombe amoureux en mangeant des œufs. Bah écoute, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Non mais en vrai, enfin, j'ai jamais eu
cru à l'histoire d'amour dans le film parce qu'elle est montrée sur un montage, en fait. L'évolution de leur relation. Et j'ai pas eu ce truc qui s'est vraiment construit au fur et à mesure du film et qui m'a amené à comprendre ce qu'elle aimait, ce qu'elle voyait en cette créature, tu vois. Là, on nous fait juste un montage en mode regarde, il se rapproche. Super. Mais c'est pas ça, raconter l'histoire d'amour, en fait. De plus en plus, je remets en question le talent d'écriture de Guillermo del Toro. Ouais. Peut-être même sa véritable intention derrière le film. Exactement. Parce que tu dis que tu aurais préféré que le film soit plus noir et qu'il finisse très mal. Mais est-ce qu'un film comme ça aurait été considéré pour les Oscars ? Absolument pas. Ça aurait été juste un film fantastique avec une mauvaise fin, quoi. Enfin, pas une mauvaise fin, mais une fin sombre, quoi. Une fin sombre. C'est pas un truc qui va faire pleurer les vieux que peuplent le jury des Oscars. Mais là, il y a quoi concrètement pour faire pleurer ? Je sais pas si on peut vraiment spoiler le film, mais... alors, il y a une histoire d'amour, et un moment... tu crois qu'elle va mourir, sauf qu'en fait, c'est présenté qu'il a un truc qui peut guérir les gens. Non, il y a un truc qui aurait pu faire pleurer les vieux des Oscars. Ça va être un spoiler parce que je vais décrire la scène. C'est une scène en noir et blanc où elle danse une comédie musicale avec le poisson. Qui n'a rien à foutre là. Mais les vieux des Oscars se disent « Oh, comme quand j'étais jeune !» Cette séquence, tu vois, m'a amené à remettre en doute toute la poésie de Guillermo del Toro. Cette séquence-là. Ouais. Parce que j'aurais trouvé ça 1000 fois plus beau, par exemple, puisque en gros, il y a une chanson qui passe à la télé, elle va se mettre à imaginer une scène typique, de comédie musicale en noir et blanc et tout. J'aurais trouvé ça 1000 fois plus beau qu'en fait, qu'elle fasse semblant de chanter juste tous les deux dans la cuisine et qu'en fait, c'est la chanson qui dit les mots qu'elle ne peut pas lui dire. Tu vois, que la poésie naît de la réalité. Que dans ce film-là, la poésie, elle est dans le rêve. Tu vois ? Et je trouvais ça terrible, en fait. Je me dis, mais putain, ce qui est beau dans ce genre de film, c'est quand la poésie naît de la réalité. T'as des films qui peuvent être poétiques sans avoir un monde magique et ce genre de choses, parce que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on associe poésie juste à un design un peu stylisé, machin, tout ça. J'ai pas ressenti de poésie dans ce film. Mais genre, du tout. Quoi. C'est une nouvelle fois, je vais rapprocher ça de Mute, quoi. Les designs sont jolis, la façon de filmer, la façon de raconter n'est pas poétique. D'ailleurs, en parlant de design, tout ça, j'ai une question à poser. Oui. Est-ce que Jean-Pierre Jeunet a un droit d'auteur sur les films où il y a des filtres verts, jaunes et dans la musique il y a de l'accordéon ? C'est pire que ça. Parce que on sait que Jean-Pierre Jeunet a un peu râlé, mais pas non plus que ça, par rapport à ce film. Et je me suis dit, bon, il abuse peut-être un peu, c'est juste que c'est un peu vert et que la musique ressemble. En fait, non. Parce que le film aborde aussi un des thèmes qui est très cher à Jean-Pierre Jeunet, c'est le thème de la solitude et de l'isolement d'un personnage dans une société. Il y a certains personnages qui sont étonnamment très, très ressemblants à des personnages de films de Jean-Pierre Jeunet. Je pense notamment au voisin du personnage, je sais plus son nom, au personnage principal du film, qui est un peintre fasciné par la télévision. Enfin, ça évoque vachement le personnage du petit vieux peintre dans Amélie Poulain, qui ne vit que par procuration à travers la télévision parce qu'il a la maladie des os de verre, et dont Amélie vient souvent lui ramener à manger. Tu vois ? Ouais. Y a... Alors, j'ai noté certaines péripéties, mais je sais plus ce que je voulais dire par ça. Si. Tout l'immeuble dans lequel vit le personnage principal m'évoque beaucoup Delicatessen, dans lequel il y a aussi un moment... je crois que tout l'immeuble se met à se remplir d'eau, ce genre de choses. Là, il y a toute une séquence où elle va remplir une pièce d'eau, puis elle va ouvrir et l'eau va se répandre dans l'appartement, tout ça. Ça m'a vachement évoqué Delicatessen. Et plus le film avançait, plus je me suis dit, il est impossible que Guillermo del Toro n'ait pas revu au moins un ou deux Jean-Pierre Jeunet en faisant ce film, en fait.
Et c'est peut-être pas, je pense pas que ce soit du plagiat volontaire, mais je pense qu'involontairement, il s'est laissé trop imprégné par les films de Jeunet. Et je trouve que ça se ressent au point de vue de l'esthétique, des personnages, des péripéties, de tout ça. Je pense que durant l'écriture du film, il a dû regarder du Jean-Pierre Jeunet un peu trop, quoi. Et j'aime bien Jeunet, moi. Donc ça me fait plaisir, mais je trouve que une nouvelle fois, ça m'amène à me poser des questions sur Guillermo del Toro. Je me suis déjà reposé cette question quand j'ai revu Le Labyrinthe de Pan, que j'ai longtemps considéré comme un de mes films préférés. Et quand je l'ai revu, j'ai halluciné d'à quel point j'étais déçu du film. Parce que je crois qu'on accorde trop de poésie plus de poésie à Guillermo del Toro que lui-même en met dans ses films, en fait. Et je crois qu'on dissocie la poésie de l'esthétisme, en fait. Enfin non, au contraire, on devrait dissocier poésie et esthétisme. Parce que je considère qu'il y a des films qui peuvent être poétiques sans avoir une esthétique riche, tu vois. Parce que la poésie, c'est pas un visuel joli. La poésie, c'est une idée. Et comme je l'ai dit, la poésie, souvent, je trouve qu'elle est plus forte dans un monde réel, dans une idée de concret. Et c'est là où la scène de danse, moi, m'a complètement dégoûté parce que j'ai cru qu'on allait vivre un joli moment où elle faisait semblant de chanter et que c'était la télé qui disait les mots qu'elle voulait lui dire. Et non, à la place, on a une rêverie qui est une séquence qui n'est pas dans la narration du film. C'est une petite bulle à part en mode, je vais faire cette séquence, ça va rappeler The Artist ou je sais pas. Ça va peut-être me donner une chance pour les Oscars. C'est pareil, il y a cette séquence faussement poétique où la créature est dans un cinéma, regarde le film. Qu'est-ce que ça dit sur le enfin, qu'est-ce que ça raconte? Il y a quoi de poétique là-dedans? Tu sens que ce moment il est installé, tu sens qu'on veut nous faire waouh, et ça n'apporte absolument rien en fait, mais genre rien du tout. Et je vois pas le rapport avec le film aussi qu'il regarde. Mais exactement. Enfin, j'ai fait une comparaison un peu étrange à la sortie du film et qui pour moi a beaucoup de sens. J'ai comparé ce film. Enfin, j'ai mis en opposition ce film avec Baby Driver d'Edgar Wright. Dans l'idée que Baby Driver, c'est un film qui doit sembler hyper simple et qui, en fait, a une attention aux détails absolument exceptionnelle. J'ai encore revu des trucs sur Baby Driver en me rendant compte de centaines de choses auxquelles j'ai pas prêté attention. Sauf qu'un film comme Baby Driver n'aura jamais de reconnaissance. Parce que c'est un divertissement d'action vachement malin, vachement génial, vachement brillant, avec plein d'attention aux détails, mais ça, on s'en fout. Ce Shape of Water n'a aucune attention aux détails. Il y a plein de trucs qui m'ont agacé. Par exemple, on voit des pubs dans les rues, sur la route, des trucs comme ça. C'est que des marques qu'on a citées, genre au début du film. Tu vois ? Il n'y a pas des choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure du film. C'est, ah bah tiens, on a la boutique où on fait des gâteaux. Sur un panneau, il y aura un truc pour les gâteaux de cette boutique, tu vois. Mais c'est que des trucs qu'on a déjà vus dans le film, qu'on sait qu'ils existent. C'est pas de nouveaux détails supplémentaires. Et là où je me suis rendu compte que le film n'en avait rien à foutre de ces détails, c'est sur un tout petit truc, mais qui m'a agacé. C'est la première fois qu'elle descend chez elle, et que sur le cinéma, ils sont en train de mettre les lettres pour un film qui s'appelle Mardi Gras. Et le directeur du cinéma, il dit non, ça prend 2 S, Mardi Gras, tu vois. Et plus tard, elle revient et il n'y a pas les 2 S. Et ça m'a agacé. Parce que je me suis vraiment dit, à quoi ça sert de mettre cette séquence si ça ne paye pas plus tard, tu vois? Un petit détail qui paye plus tard et qui ne sert absolument à rien, mais à amuser le spectateur qui, lorsqu'il revoit plus tard ce décor, voit qu'il y a 2 S désormais à Mardi Gras. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ce film ne faisait aucunement attention à ces détails. Et c'est là où je remets vraiment le plus en compte Guillermo del Toro, c'est sur sa finesse. Et
Et de plus en plus, et Crimson Peak en était déjà une preuve terrible, hein. Oui. J'ai l'impression que Guillermo del Toro n'est pas du tout fin dans son écriture et dans sa mise en scène. Ça me rend super triste. C'est un mec que j'adorais. Mais plus le temps avance, plus je me rends compte de ses gros défauts. Et voilà, c'est l'âme en peine que je vais arrêter de faire mon discours sur The Shape of Water. Et toi, Joël, qu'en as-tu pensé? Bah, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. J'ai pas autant, je vais pas dire, J'ai pas détesté, c'est pas un mauvais film. Non, voilà, c'est ça, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Oui, j'ai pas adoré non plus. J'ai bien aimé le personnage de Richard Jenkins, donc le voisin peintre. Ouais. Qui était le personnage le plus intéressant, en fait, ouais. je trouvais. Ouais. Parce que la romance entre les deux, entre le poisson et machin. Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Sally Hawkins, mais son nom dans le film. Je sais plus. En plus, j'adore Sally Hawkins. Ah. Elle joue la mère dans Paddington. Et regardez les 2 films Paddington si vous avez des gosses, c'est super. Et dans Godzilla aussi. Ouais, mais moins. Mais regardez Paddington, c'est vraiment super. Voilà, instant Google, instant Wikipédia. Elisa Esposito. Bien sûr. Ah oui, parce qu'Esposito, ça veut dire orphelin, apparemment. Je sais plus. Je sais pas, je parle pas espagnol. Mais et ouais, donc la romance entre les deux, elle était pas si intéressante que ça. Non, elle raconte rien. Ils sont très vite en terrain conquis, en fait. Tous les deux s'aiment directement. Le personnage de Michael Stuhlbarg aussi, qui était très intéressant dedans. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les 2 personnages les plus intéressants sont des personnages secondaires, voire tertiaires. Ouais. Parce que il y a toute une part du scénario avec Michael Stuhlbarg qui est en fait attention twist, attention spoiler, c'est un espion russe qui veut récupérer la créature. Ouais. Qui veut étudier la créature, il est en conflit avec ses supérieurs par rapport à ces créatures justement parce que lui il veut l'étudier alors que ses supérieurs veulent la faire buter pour pas que les Américains la possèdent. Mmh. Et ouais, toute cette partie-là, au final on s'en fout parce que... il a un conflit interne, tout ça. Ouais. Là où le méchant, il est méchant. Ouais, ouais, parce que Michael Shannon dans ce film, c'est Michael Shannon... Je sais pas, il s'en fout, je crois, maintenant. Ouais, je crois qu'il en a plus rien à foutre. Il est devenu Michael Shannon, le mec creepy qui joue les méchants. Ouais. Et en surjeu, quoi, tout le temps. Surtout que là, le méchant, je comprends même pas son point d'existence, tout ça, parce que au début, tu crois comprendre que c'est plus ou moins lui qui ramène la créature, donc tu te dis que c'est une sorte... Enfin, faut être un minimum aventurier pour aller en Amérique du Sud, essayer d'attraper une créature considérée comme un dieu, tu vois. Ouais. Mais ensuite, c'est une sorte de responsable de la sécurité. Comment il s'appelle ce perso dans Jurassic Park? Je sais plus s'il travaille pour la CIA. Il travaille pas pour la CIA, je sais plus. Non, je sais plus. Comment il s'appelle? Robert Muldoon. Ouais. Dans Jurassic Park. Ouais. C'est exactement le personnage que tu décrivais là juste avant. Ouais. Et ouais, c'est un peu le Robert Muldoon du film. Et c'est une nouvelle fois, le personnage n'a pas de finesse, quoi. Et ouais, Puis il est pourri de l'intérieur parce qu'il y a aussi ses doigts qui pourrissent, tu vois. Ouais. La poésie. Ouais. Puis s'achète une Cadillac aussi. Ouais. Qui est bleu-vert, tu vois, un peu comme l'eau, tu vois. Un peu comme... Hein, t'as compris. Hein. Non, franchement, ça me rend triste, quoi. Ça me rend triste. Je préfère qu'on quitte Guillermo del Toro sur ce film que sur Crimson Peak. Oui, évidemment. Parce que je pense qu'on peut arrêter de faire nos râleurs sur sa carrière. Ouais. Parce que c'est bon, on sait qu'on n'aura plus jamais Hellboy 3. Ouais, et on sait que maintenant, tout va être tiède, mais les gens seront toujours contents parce que c'est Guillermo del Toro. Et que c'est un poète parce qu'il fait attention à l'esthétique. Ouais, un peu comme Tim Burton. Exactement. Oh merde, ça me fait chier de comparer les deux. Je me souviens, il y a quelques années, quand on faisait Free Zone Radio, on avait fait une émission spéciale sur Tim Burton, je crois. Ouais. T'avais posé la question sur est-ce qu'on a besoin d'un Tim Burton
quand on a des réalisateurs comme Guillermo del Toro. Ouais. Le tweet, c'est que Guillermo del Toro est devenu comme Tim Burton. Qui est-ce qui nous reste? Wes Anderson dans les réalisateurs graphiques. Ouais, enfin, I Love Dogs, il me hype pas, mais... J'ai revu la bande-annonce, ça a l'air cool, j'aime bien le design, tout ça, mais ouais, enfin, c'est du best-of de Wes Anderson, quoi. Ouais. Est-ce qu'on n'en vient pas à une limite des réalisateurs graphiques où on se rend compte que le vrai cœur d'un film, c'est une mise en scène qui sert aussi une histoire, tu vois? En fait, c'est un truc qui doit bien se marier. C'est là où Aitonia est super, en fait, parce que le scénario, les personnages sont top et ils sont servis par une mise en scène qui a compris ces personnages. Ouais. Et qui fait du cinéma sans qu'on s'en rende compte. Il y a plein de plans séquences plutôt cool. Il y a ce plan séquence où, au cours des séparations entre Tonya et son mari, on refait toute la maison à l'envers. Et on voit son mari qui déprime, en fait, dans la maison, avec des tenues différentes, avec tout ça. Le tout dans un plan séquence. Et c'est discret. Je crie pas au génie, mais c'est de la mise en scène qui sert l'histoire. C'est pas juste de la mise en scène pour de la mise en scène. Del Toro, je trouve que c'est de la mise en scène pour de la mise en scène. Ouais. Voilà. Je crois Alexandre Desplat a eu un Oscar pour ce film aussi, pour la musique de ce film. Et je ne comprends pas Alexandre Desplat. Je comprends pas sa musique, en fait. Elle est... Il y a rien de spécial, en fait, dans ce qu'il fait. Dernièrement, je crois que j'ai appris qu'il avait composé Oh mon bateau. Il me semble. C'est à vérifier, mais il me semble que c'est le compositeur de Oh mon bateau dans les années 80. Je vais regarder ça. Alors, deuxième instant Google. Oh putain. Donc ils seront sûrement coupés, mais bon. Il compose les chansons Oh mon bateau, Je suis le torero de l'amour et Ramon et Pedro pour Eric Morena. Donc il a bel et bien composé Oh mon bateau. Yes. Et ben c'est du Alexandre Desplat. Songs for Cabriolet et tu rentres chez toi, tu travailles pour Carl Zero. Putain de merde. Dans les années 80, il a bossé pour Carl Zero. Ça n'a aucun sens. Mais ouais, on verra bien. Enfin, je sais même pas si je suis impatient pour le prochain Del Toro, tu vois. Ah, moi je m'en fous. En fait, je suis en train de plus en plus me rendre compte que moins j'attends un film, plus je suis satisfait. Et Aitonia, j'étais super satisfait. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que pour cette année, j'ai déjà 4 films qui ont plus de 8 sur 10, tu vois. Parce que c'est pas mal, franchement, on est mieux. Et... Attends, il y a Gaston Lagaffe et Ready Player One qui arrivent. Chut, me fais pas fais pas de la douleur. Tiens, d'ailleurs, puisque j'ai parlé de Paddington, Paddington 2 aurait peut-être été dans mon top 10 de l'année dernière. Trop tard. Trop tard, mais c'est vrai. C'est bien à ce point-là. Mais c'est pour les enfants, mais c'est bien. Bon, allez, on va se laisser parce que cette émission est beaucoup trop longue. Je pense qu'il y aura des trucs qui auront été cutés, genre cette phrase. Vous nous retrouvez quand on reviendra parce que maintenant j'ai peur de dire à la semaine prochaine. Ouais, non, la semaine prochaine c'est Tomb Raider, donc non. Voilà, Joël est pas motivé, donc on verra. Non. Par contre, je viens dans le Nord la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. Ok. Donc on va peut-être pouvoir enregistrer un tapas d'amis. Ouais, faudra choisir le film. J'ai une idée de film. Je te le dirai en off, tu me diras ce que t'en penses. Très bien. On fait ça. Voilà, Super. C'est un secret. Très bien. Et donc du coup, je pense que dans 2 semaines, on revient pour parler de Ready Player One pour la 50e. Ouais. D'éteindre la lumière. Comme ça, on fera une émission spéciale Tonton. Parce qu'on aime Tonton, on n'en a rien à foutre. On fait ce qu'on veut, c'est notre podcast. Allez. Allez vous faire foutre à la semaine prochaine. Pas dans 2 semaines. On vous aime. Mais allez vous faire foutre quand ouais, tu peux couper. Cause I know that I'm a gay fish, yo. Motherfucking gay fish, I'm a fish, yo. Going on a gay fish, it's alright, girl. Making love to other gay fish, all those lonely nights at the grocery store. In the frozen fish aisle, feeling like a whore. Cause I wasn't being true, even though everyone said that I had to make a switch, yeah.